L'heure était au bilan pour la victoire de Montréal. Ça tombe bien. On est rendu à l'épisode numéro 26 de Changement de ligne. Beaucoup de choses à discuter. Christine, tu étais sur place. On a Stéphanie qui est loin, loin, parisienne, en petites vacances, mais qui est là, qui prend du temps pour nous parce que le bilan, ben, c'est là où il y a des petites pépites d'informations qui ressortent. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Ça s'est passé comment, Christine? Très bien. Moi, j'avais beaucoup de questions et j'appréhendais. On a parlé souvent du manque d'informations divulguées au cours de la saison. Et je dois dire qu'hier, il y a eu beaucoup de transparence et de générosité des joueurs, surtout des joueuses les plus importantes, en quelque sorte, des biens Laura Stacey et Marie-Philippe Poulain. Donc, ça nous a permis d'obtenir des indications, notamment sur l'état de santé des joueuses. Ils étaient maganés, les filles, hein, pas mal. Veux-tu qu'on parle de ça? Mais je trouvais ça bien que Laura Stacey, d'emblée, elle a parlé de sa blessure au genou, qu'elle a dit c'est le genou. Elle a dit que c'est le genou gauche. On comprend que son genou a été replacé sur la patinoire lorsqu'elle s'est blessée. Un coup qu'il l'a disloqué. Rien de moins. Puis j'en ai parlé. Laura Stacey, à un moment donné, quand elle était plus jeune, elle s'était déjà fracturé les deux poignets. Quand même pas pire comme blessure. Puis elle dit, ça rien, ce que j'ai ressenti là, ça n'a rien à voir. C'est la pire douleur que j'ai ressentie de ma vie. Marie-Philippe qui a dit, non, je ne suis pas paniquée pantoute. Mais non, elle a dit qu'elle a demandé qu'on appelle l'ambulance. Donc ça, on a parlé. Et Laura Stacey aussi, son épaule. Selon les imageries qui ont été faites, elle ne sera pas opérée. Normalement, juste avec du repos, mais il faudra voir les prochaines semaines. Elle avait aussi des points de suture sur le petit doigt. Donc, c'est ça. On a fait le tour de ce corps-là. Marie-Philippe Poulain, bien évidemment, c'est le genou qui sera déterminant pour la suite des choses. Mais c'est fou quand même de se rendre à un point où ton corps est complètement meurtri, puis il faut que tu performes. Tu sais, dans quel... Puis je le comprends, là. Tu veux tout faire tout le temps, puis tu veux sauter sa glace, puis tu veux pas que personne autour de toi te dise « Ouais, mais il faudrait que tu arrêtes, là. » Cette bataille mentale avec l'équipe, Steph, comment on vit ça dans une équipe qui se bat pour la Coupe Walter? Bien, je pense justement c'est l'effet de gang qui fait, entre autres, que tu arrives à passer à travers ces moments-là. C'est sûr que tout le monde a un niveau de douleur là, XY là, qu'on est capable d'endurer. Ça dépend toujours de la nature de la blessure. Puis Marie-Philippe en a parlé. Là, elle avait l'impression qu'avec la telle, le taping, sa jambe pesait à peu près 10 livres de plus que l'autre. Fait que c'était pas toujours facile. Puis on a eu l'occasion d'en parler nous-mêmes là, la semaine dernière, à quel point on sait que l'équipe médicale là, qui est chapeautée là, au quotidien par Alexandra Normandin a fait une job incroyable. Puis c'est toujours le fun aussi de voir à quel point les athlètes le reconnaissent et le savent. Mais tu sais, tout le monde, puis là, c'est nouveau, hein, les bilans un peu de fin de saison comme ça avec la Ligue, mais on est habitué de le voir, exemple, dans d'autres sports, particulièrement, évidemment, au hockey de la LNH avec le Canadien. Puis, tu sais, à chaque année, c'est ça. Tu sais, quand la dernière fois que le Canadien s'est rendu en série, en finale de la Coupe Stanley durant la COVID, évidemment, tu sais, chez Weber n'a plus jamais joué un match de hockey. Tu sais, il était complètement brisé. Puis il y a des joueurs après qui ont pu... c'est évidemment Price après ça, puis sa retraite, etc. Donc, c'est sûr que c'est des moments... Les athlètes poussent le plus qu'ils peuvent. Puis c'est sûr que quand tu vois, tout le monde a souvent des petites blessures, des petites choses qui traînent. Fait que tu sais que c'est comme une bulle dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est comme vraiment un moment très, très spécifique. C'est ça que tu as demandé à Marie-Philippe. Aussi comme question, tu vas le pousser jusqu'où ton corps? Parce que c'est ça, l'équilibre entre... Tu sais, probablement, il y a une question... Tout le monde est blessé, là. Dans cette équipe-là, il n'y a personne qui est à 100 de ses habiletés. C'est normal, mais il y a une différence entre des petits bobos puis une usure normale de saison et des blessures graves. Et là, on parle de blessures graves. Puis, je veux dire, on peut pas savoir... on n'est pas dans le secret des dieux, mais une Marie-Philippe Poulain qui subit la blessure qu'elle a subie aux Jeux olympiques à 23 ans... Puis cette ligue professionnelle-là existe. Il y a fort à parier qu'elle aurait subi une opération à ce moment-là, puis elle aurait pris le temps de guérir pour revenir. Là, pour Laura Stacey, Marie-Philippe Poulain, il en reste moins qu'il en restait. Elles sont comme, c'est peut-être maintenant ou jamais. Mais j'ai demandé à Marie-Philippe, et oui, elle est devenue émotive à ce moment-là. Je dis, je sais que tu dis que tu es en amour encore avec le sport, que tu serais prête à jouer jusqu'à 75 ans, puis en santé, elle serait sûrement capable. Mais à un moment donné, et où la ligne, et où cet équilibre-là entre est-ce que je suis en train d'hypothéquer mon corps pour le restant de mes jours? Tu sais, tu parles de la Ligue nationale de hockey. Il y en a combien d'athlètes professionnels, une fois retraités,
des joueurs de hockey qui ont dit, là. je suis maganée, je suis même plus capable de me mettre à genoux pour jouer avec mes enfants. Carey Price. Donc, Carey Price qui parlait de juste descendre les escaliers. Puis Marie-Philippe Poulin est venue à motiver, puis elle a dit, oui, c'est sûr que ça fait partie des réflexions. Puis je pense qu'elle en est là présentement. Puis je pense que c'est Laura Stacey qui a parlé en premier, puis c'est un peu elle qui nous a surpris par sa transparence où ma collègue de la presse, Catherine Harvey-Pinard, lui a parlé de... Bon, récemment, tu nous as parlé de votre projet de fonder une famille, Marie-Philippe et toi. Est-ce que ça fait partie des réflexions? Et Laura, tout de suite, a dit, c'est sûr que présentement, je te dirais, il n'y a pas eu de conversation cohérente au cours de la dernière semaine. Là. By the way, on l'entendait avec sa voix. Les joueuses ont plus de voix. Un peu éraillé. Elles ont fêté, elles boivent beaucoup de Gatorade ou d'autres breuvages alcoolisés. Donc, ça a été le party, mais elle dit c'est des discussions qu'on devra avoir au cours des prochaines semaines ensemble. On va avoir des conversations importantes. Et elle n'a pas voulu parler de plan pour l'an prochain. Je ne sais pas ce qui nous attend. Premièrement, nos corps. Bien, beau dire, j'ai besoin de repos, j'ai pas besoin d'opération. À quel point tu vas être capable de récupérer, puis est-ce que tu vas vivre avec une douleur chronique? Et ensuite, il y a le projet, la vie familiale, la vie personnelle, on veut des enfants. Donc, elle a ouvert la porte, puis ça a mené à d'autres discussions avec Marie-Philippe Poulin. C'est sûr que les deux filles ont un crochet sur toutes les étapes qu'elles voulaient accomplir dans leur carrière. Steph, on le disait, la Coupe Walter, en revenant des Jeux olympiques, où ça a été une déception. Maintenant, d'avoir tout fait ces efforts-là, d'avoir fait des sacrifices financiers avec l'organisation pour avoir une équipe performante, comment on se retrouve des objectifs après ça? C'est une bonne question. Je pense que justement, ce qui fait que les athlètes souvent ont de la misère à décrocher, puis c'est ce qu'on entend beaucoup d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes là, quand ils font souvent une rétrospective, c'est je suis qui un coup que je suis plus une athlète à temps plein, puis bon, évidemment, tu l'as vécu davantage que moi. Ma chère Roselyne, mais c'est beaucoup ça qu'on entend. Puis c'est sûr que quand on est dans un sport collectif, ce qu'on entend beaucoup des joueurs, particulièrement évidemment là, qu'on suit depuis des années, les joueurs de la Ligue nationale, c'est que après, d'habitude, tout est décidé pour eux pendant des décennies. Là. L'horaire, le jour de match, ils reçoivent l'horaire, on part à telle heure, pratique à telle heure. Puis là, après ça, tu te retrouves, puis là, tu es presque dans une autonomie complète sur qu'est-ce que tu fais. Donc, le fait d'être en gang, elles en ont parlé, les filles, à quel point, puis Marie en a parlé à quel point le soutien du groupe, de l'équipe, du groupe médical, de tout le coaching staff, la direction, ça l'a beaucoup aidé physiquement, mentalement, à être capable de passer à travers les derniers mois. Fait que, ça, d'être en gang depuis, je veux dire, 20 ans, ton quotidien, c'est avec une gang, c'est avec des amis, c'est toutes des choses qui est beaucoup dit comme étant des éléments qui manquent à ça. Fait que, quand tu es des athlètes, tu performes. Là, on parle d'athlètes, mais même des gens qui sont très performants dans un domaine professionnel. Ou qui avaient un objectif précis. Exactement, de prendre sa retraite du jour au lendemain, faire comme, OK, je travaillais 80 heures, puis là, je me lève le matin, puis j'ai pas d'horaire. C'est toutes des choses qui sont quand même difficiles, puis il y a des organismes qui travaillent avec les athlètes en transition, entre autres. Fait, ça fait partie des services dans les dernières années qui ont été offerts justement pour soutenir les athlètes, mais c'est sûr qu'après ça, c'est de voir, j'ai-tu encore envie de passer à travers ça? Puis les entraîneurs aussi, des fois, quand les entraîneurs arrêtent, c'est que là, le fait de recommencer, c'est toujours un recommencement, c'est un nouveau cycle. C'est comme, j'ai pas envie de repasser à travers toutes ces étapes-là encore pour un prochain cycle, que ce soit une année ou un cycle olympique. Donc, ça fait partie de ces décisions-là là, qui sont difficiles à prendre. Soyons honnêtes aussi, il y a un enjeu supplémentaire en tant que femme, là, puis... Je veux dire, on en a parlé. La seule qui a dit, c'est sûr, je suis là l'année prochaine, c'est Anne-Renée Desbiens. Mais à un moment donné, elle est partie à rire parce que j'ai dit, mais là, Anne-Renée, tu dis que tu penses que tes meilleures années sont devant toi. En même temps, tu dis, il m'en reste plus ben, puis je rajeunis pas. Mais tu dis aussi que tu vas avoir une famille. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle est partie à rire. Mais parce que c'est comme pour moi, ça met de l'avant toute la dualité, la complexité du problème. Elle a dit, je vais être là l'année prochaine, c'est sûr. En même temps, il y a un championnat du monde à l'automne. Puis elle a dit... En même temps, l'année d'après, le championnat du monde est à Québec. Fait que là, ma famille a encerclé la date. Fait que là, tu vois que pour elle, je veux dire, c'est une fille dans la trentaine qui veut des enfants. Puis là, il y a toute une espèce de planification où je veux pas manquer tel événement. Il m'en reste peut-être un peu, mais en même temps, je veux des enfants. Puis je veux dire, je peux pas les avoir à 62 ans. Fait que là, tu vois que ça ajoute une complexité qu'évidemment, les hommes n'ont pas. Mais Anne-Renée a dit, je suis là. Puis de son côté... Ce qui est, on parle de Laura et Marie-Philippe, on pourra en reparler, mais Anne-Renée Desbiens termine la saison en
en excellente forme. Intact. Pas de bobo, en santé, pas blessée comparativement à l'année dernière, malgré le fait qu'il y a eu l'année olympique, qu'elle a participé aux Jeux olympiques et qu'elle a joué vraiment beaucoup de hockey. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour elle, celle qui sera peut-être probablement gardienne de l'année, joueuse la plus utile. On en reparlera dans quelques semaines. Ouais. Donc ça, c'est bon, mais il y a cet enjeu-là présentement pour Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin. Puis, tu sais, Roselyne, la question que tout le monde nous pose depuis hier, c'est « Elle prend sa retraite? » À ce moment-ci, là, je pense que c'est pas le temps d'une question de retraite. Là. Ouais. Ils n'ont plus de voix, ils ont fait le Impossible à party. savoir. Ben non. Ouais. Tu sais, prendre une retraite, là, moi, ça m'a pris au moins 3 mois de réflexion pour savoir que c'était la fin. Je suis partie à mon sommet. Fait que, tu sais, une Anne-Renée Desbiens qui est au sommet puis qui se dit « Hey, j'ai encore de l'énergie pour continuer. » Oui, mais justement, est-ce que c'est... Toi, tu l'as vécu comme athlète, Roselyne. Puis moi, je t'intéressais à savoir ça parce que là, tu dis partir au sommet, quand on parlait de la bucket list, là, Marie-Philippe les a toutes cochées, Anne-Renée les a toutes cochées avec la Coupe Walter. Donc, d'un côté, tu te dis, t'as gagné, tu peux avoir le goût de continuer parce que c'est le fun. Mais en même temps, est-ce que des fois, c'est pas le bon moment quand tu es au sommet? Est-ce que tu as eu, toi, cette réflexion-là de hey, je pars au sommet, c'est peut-être le bon moment plutôt que trop étirer la sauce? Là? Ça faisait pas partie de ma réflexion de mon statut de carrière si je partais la tête haute et fière. Tu sais, je m'en foutais vraiment. Là. J'allais partir quand ça allait me tenter. Puis mon entraîneur m'avait dit, mais tu sais, t'es encore capable de t'améliorer. Tu sais, même si t'es plus vieille, t'as presque 30 ans, t'as encore 1, 2, 3 % d'amélioration encore que tu peux faire. Mais as-tu le goût de faire les sacrifices? C'est exactement ça. C'est ça la question. C'est des choix Est-ce que ça tente exact. de revivre tout ça, tu sais? Puis, en même temps, moi, je parlais avec Michael Kingsbury, puis j'ai dit, à un moment donné, tu sais, t'as 100 victoires en Coupe du Monde, t'as les médailles d'or olympiques, t'as tout. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Je cherche le livre des records. Peut-être qu'Anne-Renée Desbiens, c'est ça. Elle dit peut-être, moi, je veux un back-to-back, j'en veux une autre Coupe Walter, puis j'en veux une 3e, puis à un moment donné, je vais être celle au top qui dit c'est moi qui en a gagné le plus dans ma saison. Là, c'est Flaherty, peut-être, là, mais... mais son corps va bien. C'est si ça. elle était amochée présentement, ce serait différent. C'est pour ça que présentement, la réflexion n'est pas la même. Marie-Philippe a quand même 35 ans, elle n'est pas la même du côté de Marie-Philippe, puis tu sais, je sais que Roselyne, on en a parlé hier de poser la question par rapport à la retraite parce que c'est de l'athlète par rapport à la journaliste. Puis là, évidemment, comme je vous explique, il y avait un build-up de Laura en parle, Marie-Philippe qui dit j'attends les résultats des tests, puis je dois réfléchir, puis tu vois qu'elle venait émotive. Mais tu sais, ça reste que c'est la première fois que Marie-Philippe Poulin ne dit pas ah non, je suis là l'année prochaine, compte sur moi. Je dis pas qu'elle a pris une décision, je dis pas qu'elle va prendre sa retraite. Mais c'est la première fois où clairement, son corps dicte l'avenir. Son corps est amoché. Les années, le fait qu'elle a le trophée, le fait qu'elle a des projets personnels aussi. Puis pour la première fois, sa réflexion, on sent qu'elle est là un peu. Bien, on va l'écouter, sa réponse, vous allez comprendre. Bon, on est là, hein? C'est sûr, ça va être à penser, c'est sûr. Je ne sais pas encore, on va voir dans les prochaines semaines, comme je mentionnais, les résultats et tout, et qu'est-ce qui va se passer. Comme tu mentionnais, il y en a moins qui en reste qu'avant, mais je pense juste de profiter du moment. J'essaie d'être dans le présent. Puis, tu sais, on rit un petit peu avec Lina, avec sa quote « Today's today », mais c'est vrai. D'en profiter, d'être dans le moment présent, c'est quelque chose qui est super important. Puis, tu sais, éventuellement, avoir des conversations, avoir des décisions à prendre. Mais pour l'instant, pas nécessairement j'ai pensé à ce mot-là, mais c'est sûr ça va être important les prochaines semaines. Oh, elle est déchirée, hein? Avant, assurément, ça aurait été probablement la cassette, mais Marie-Philippe aurait dit « J'aime vraiment le hockey encore. C'est un privilège de faire ça. Chaque jour, je me lève, je me rappelle que j'adore ce sport-là. » Elle serait partie là-dessus, sur cet amour du hockey. Elle en a parlé un peu avant, mais là, elle n'est pas allée là. Je dirais, je pense que c'est une transparence qu'elle a offert aux gens. C'est de la générosité, puis je pense que c'est honnête de dire « Je le sais pas. Je le sais pas. » Puis tu sais, les tests, les résultats, c'est... Comme on dit, il y a des... On n'a pas des détails, mais Steph, tu connais mieux ça que moi, mais il y a des blessures, des fois, pour lesquelles, où si tu veux être un athlète professionnel, tu dois te faire opérer, parce que ça ne fonctionnerait pas, mais que pour juste être un humain au quotidien, à un moment donné, le temps peut compenser. Donc, c'est une question de gestion de risque et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis je pense qu'il va y avoir ça dans la prise de décision.
Oui, parce qu'en même temps, on a vu tout ce qui a été fait. Bon, tu sais, l'orthèse là, pour le genou, évidemment, elle l'a dit. Là, on le voyait bien de toute façon, en plus d'un taping. Fait que, ça démontre à un certain moment une instabilité quand même importante. Là, puis au hockey, avec tous les changements de direction, tu as besoin d'avoir une grande stabilité là, au niveau, ben, je vais dire articulaire, mais bas du corps. Donc, puis évidemment, toute opération, si elle en a besoin d'une, vient avec quand même plusieurs mois de rehab. Mais son niveau de performance aussi, à quoi elle veut offrir sur la glace, faut que les gens s'attendent à des performances. Il n'y a rien en deçà de ce qu'on voit d'habitude. Oui, puis elle-même, tu sais, quelqu'un d'aussi compétitif qu'elle, puis on va probablement reparler longtemps, oui, de tous les buts qu'elle a marqués aux Olympiques, mais la fameuse, entrée de zone, un coup que Laura s'est blessée, puis qu'elle est allée rechercher une rondelle morte dans le coin, a ramené ça devant, puis finalement, l'équipe égalise, tu sais, c'est le moment pour moi évidemment que je trouve qu'il a fait tourner la série. Puis, fait que, ça, c'est un moment de leadership, c'est un moment d'intensité, c'est un moment de désir comme au-delà de tout. Puis tu étais sur place, Christine, je crois bien, ce match-là, puis tu disais, tu sais, puis on voyait à l'écran là, le visage, là, l'espèce de visage vraiment, vraiment tellement focus. Puis ensuite, l'équipe est allée chercher la victoire, puis the rest is history, comme ils disent. Mais c'est toutes des choses, les attentes des athlètes, des grands athlètes envers eux-mêmes, envers elles-mêmes. C'est sûr que ça aussi, ça a comme un impact important dans les décisions en général qui vont être prises. Puis en même temps, on revient à la famille, le désir d'avoir des enfants, puis le timeline d'avoir des enfants est quelque chose qu'à un moment donné, tu peux pas repousser éternellement, ou en tout cas, ça peut avoir des impacts quand tu le repousses à long terme. Donc, là, ils sont 2. C'est quoi le projet? Laura est évidemment quelques années plus jeune. C'est toutes ces décisions-là qu'elles vont devoir... lesquelles elles vont devoir discuter là, un coup que le corps là, va s'être assaini un peu du party des derniers jours. Mais je disais, le collègue qui a posé la question, serais-tu prête, Marie-Philippe, à accepter t'es peut-être plus, la joueuse premier trio, puis que t'as moins de responsabilités, puis on s'attend plus à ce que tu comptes le gros but, puis la réalité, c'est que non, je pense pas. Il n'y a personne qui veut continuer puis performer en deçà puis en se disant « Ouais, je vais prendre mon trou, je vais laisser les jeunes, mais je suis là quand même. » Oui, puis non. Puis quand on disait souvent les athlètes, qui suis-je à part d'être une athlète? Mais en même temps, elles sont pas là. Mais quand tu regardes ces filles-là, je vais jusqu'à Anne-Renée Desbiens, puis je vais jusqu'à Erin Ambrose, pas inquiète pour leur avenir, pour l'après, parce que vu leur réalité où la Ligue professionnelle est extrêmement jeune, où elles ont des études universitaires et tout, elles ont eu besoin pendant longtemps d'avoir des sidelines. En fait, le hockey était un peu leur sideline. C'est plate à dire, mais c'est ça. Marie-Philippe Poulin, on sait déjà qu'elle va être dans le monde du hockey, que ça va être une coach, une GM ou peu importe. Laura, écoute, elle peut prendre notre job demain matin. Hier, là, je me disais... Quelle communicatrice encore exceptionnelle. C'est pas pour rien que c'est la représentante des joueuses à l'association des joueuses. Elle connaît ses dossiers, elle est généreuse, elle passe pas par 4 chemins. Je dis, c'est incroyable le package deal de cette fille-là, on s'entend, on va se le dire. Communicatrice exceptionnelle, bonne joueuse de hockey, charismatique. Elle passe très bien à la caméra, donc elle a un avenir assuré si elle a le goût dans le monde des médias, mais aussi, je l'ai vu dans des camps, sur une patinoire, hyper pédagogue, donc pas inquiète pour elle. Mais là, c'est sûr que hier, cette fameuse clip-là qui a été diffusée sur nos réseaux sociaux, les gens réagissaient genre « Je suis pas prête, fais-moi pas ça! » Puis tu sais, on n'est pas là, puis c'est pas pour la brusquer, laissons le temps, puis quand les joueuses vont être prêtes à se retirer, c'est sûr que le monde du hockey vont leur rendre hommage, mais j'avoue que en tant que journaliste sportive et en tant qu'amateur de hockey, hier, j'ai commencé à un moment donné, hier soir, je me dis, aïe, imagine la victoire l'année prochaine sans Marie-Philippe Poulin ou Laura Stacey ou les deux. Imagine une équipe canadienne. On sait que ça s'en vient. Peut-être que ce ne sera pas là. Peut-être que ça va être dans 2 ans, 3 ans, peu importe. Une équipe canadienne sans Marie-Philippe Poulin, je suis comme... Arc. Non, mais c'est pas bon pour les autres joueurs. Ce que je veux dire, c'est que, aïe, tu sais, on sait que c'est pas éternel. On savait que Caroline Ouellette n'était pas éternelle. Mais Caroline Ouellette est revenue. Mais mon Dieu, je me dis... d'une autre manière. T'imagines, on dirait qu'on n'arrive pas à s'imaginer la victoire de Montréal ou l'équipe canadienne sans Marie-Philippe Poulin. Ce serait
un immense deuil pour les partisans de hockey féminin. Mais là, on n'est pas rendu là parce que Daniel Sauvageau a dit qu'elle protégeait Stacy Poulain-Desbiens pour le repêchage d'expansion. Donc, ça vient faire tout mentir ce qu'on vient de dire. Hey, c'est pas simple. Non, c'est ça. Parce que là, mettons là, que Marie-Philippe là, a dit ça à Daniel. Daniel, de toute façon, c'est une femme droite, puis elle y va avec ses 3 filles d'origine. Elle aurait jamais dit ça si elle n'était pas certaine. Fondatrice. Mais là, c'est ce que je pense. Alors, mettons que Marie-Philippe, finalement, est blessée à long terme, puis qu'elle se remet pas de sa blessure, ou là, tu sais, Jacques-Alexis était comme, tu gaspilles une Nicole Gosling ou un autre choix. T'en penses quoi, Steph, toi, de tout ça, de voir... On dit mon plan, Stacy Poulain-Desbiens, mais on a... Qu'est-ce qu'on fait avec Rock, Ambrose, Gosling? Là, il y a, évidemment, on va embarquer aussi dans tout le processus d'expansion. Là, les règles qui sont sorties hier. Ils sont compliquées. Ils sont très, très compliquées. Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est sûr que je comprends la décision, puis assurément que Daniel a potentiellement eu beaucoup de discussions avec Laura et Marie-Philippe, de discussions. Tu peux pas ne pas les protéger dans une optique que, probablement, est-ce que les chances sont plus grandes qu'elles reviennent versus qu'elles ne reviennent pas, peut-être, mais tu peux pas ne pas protéger tes pépites au sein de l'équipe. Mais l'inquiétude, c'est qu'on sait que chaque équipe peut perdre jusqu'à 4 joueuses. Donc là, à la première c'est quand même phase, beaucoup. Ouais. Exact. Donc, c'est 20% de ton équipe. Puis on a des joueuses, évidemment, qu'on a appris à découvrir. Là. Le premier nom, évidemment, c'est assurément une Gosling qui a joué les plus grosses minutes de l'année. Ambrose a été blessée une partie de l'année aussi. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. Est-ce que quelqu'un va vouloir aller chercher une Rock qui a eu une excellente année à Montréal? Bien, elle avait eu des bonnes années statistiquement aussi, parlant à New York. Là. C'est juste que là, elle était dans un... On avait parlé du cadre peut-être plus différent avec contexte. La qualité de leadership. Exactement. Puis je pense qu'on l'a vu, justement. Elle n'a pas resté longtemps dans des mauvaises dispositions, alors que des fois, on le voyait davantage. Donc, mais est-ce que quelqu'un va prendre un risque en se disant, OK, mais si on n'a pas un leadership aussi fort, est-ce qu'elle va performer autant? Donc, tu sais, ça fait partie de ces questions-là, mais c'est ça, parce que dans le fond, le contexte, tu sais, il y a un contexte aussi là, quand on choisit des joueuses. Oui, elles en sont où? Oui, avec qui elles ont joué, etc. Mais, tu sais, il y a des contextes aussi d'environnement. Est-ce que si on prend la même équipe sur papier qui est à Vancouver, puis on la met à Toronto, est-ce qu'elles ont les mêmes performances? Puis je parle pas juste des coachs, je parle du voyagement, du fait que l'équipe existe déjà. Donc, tu sais, il y a tellement d'éléments à prendre en considération pour bâtir cette culture-là, puis avoir les joueurs qui sont capables de jouer ensemble. Tu sais, il y a eu des échanges parmi les nouvelles équipes. Les 2 équipes qui sont arrivées cette année, là, en général, c'est pas des hasards là, que des joueuses qui viennent d'arriver dans des endroits s'en vont ailleurs. C'est parce qu'il y a des fits qui sont pas bons. Là. Bien, à Abby Rock, on lui a posé la question parce qu'elle aussi, c'est un point d'interrogation. Puis elle a dit, on va voir à partir de lundi quand les directeurs généraux vont avoir le droit de parler. Puis elle disait qu'elle réfléchissait. Tu sais, sa réflexion, ça en fait partie. C'est parce que là, évidemment, il y a comme une association un peu naturelle que plusieurs voient avec Détroit. Parce qu'évidemment, elle vient du Michigan, donc ce serait d'aller jouer chez elle. Justement, les un peu comme une Kayla Barnes. C'est ça. Les nouveaux directeurs généraux vont parler tantôt. Donc, on pourra poser la question à Manon Réon. Mais est-ce que tu aimes bien Abby Rock? Voyons voir sa réponse. Mais elle disait quand même que, elle dit, tu sais, on arrive ici, exemple, à Montréal, dans une 4e année. Là, c'est une équipe, la culture est bien implantée. Elle parlait du staff. On a vraiment des bonnes personnes en place. Tout est bien rodé. Ouais. Puis elle dit, ça reste qu'une équipe d'expansion, évidemment, on l'a vu, le résultat, bien, ça prend un certain temps. Ils n'ont pas eu le temps de créer leur système de jeu, leur culture, le staff, bien, il en manque peut-être encore, c'est pas des gens qui sont habitués. Donc, tu sais, ça fait une différence entre je suis dans une équipe d'expansion par rapport où je suis dans une équipe extrêmement bien rodée, puis qu'est-ce que tu préfères? Des fois aussi, bien beau faire partie du nouveau projet, mais c'est attrayant, s'il vous plaît, d'être dans une équipe bien structurée qui aspire immédiatement pour le trophée. Fait qu'elle disait qu'elle aimait bien Montréal, mais c'est peut-être... Mais peut-être Détroit, de la manière dont ça va fonctionner avec les 4 équipes d'expansion, c'est qu'ils vont aller sélectionner des joueuses puis leur dire « Moi, je bâtis mon équipe autour de toi. T'es ma joueuse. » Donc, c'est quand même... très, très... c'est flatteur. C'est très flatteur d'avoir une équipe te dire, écoute,
on vient tout juste de naître, puis c'est sur toi qu'on va baser notre équipe. Tu vas être considéré, tu vas avoir une augmentation de salaire. Moi, je suis pas... là, je saute un peu plein d'étapes, là, mais... Moi, je suis d'accord, parce que là, j'ai le document devant moi. Là. Oui. On a besoin d'un document avec toute la liste de règlements. C'est vraiment, vraiment compliqué. Puis là, la lumière, quand on regarde ça, parce que tu parlais des joueurs perdus, là, les équipes peuvent perdre un maximum. Dans quel sens? Les joueurs perdus, c'est nous. Non, mais parce que moi, je suis perdue. Les équipes peuvent perdre un maximum de 4 joueurs sous contrat pour la saison 2024-2027. Donc ça, exemple, potentiellement le Gosling. Mais il n'y a aucune limite quant aux joueuses en fin de contrat qui peuvent être perdues. Donc, moi, quand je regarde ça, selon la phase 1, là, il y a peut-être plus de risques dans la phase 1 de perdre une Abby Rock qu'une Gosling. Parce que là, dans le fond, qu'est-ce que peut faire Montréal? C'est ils doivent offrir une offre qualificative aux joueuses qui ont un contrat en leur offrant une augmentation de salaire de 3 donc, c'est à moins que Gosling fasse « non, ça ne m'intéresse pas ». Donc, normalement, elle pourrait être protégée, tandis que Abby Rock pourrait se ramasser à se faire offrir quelque chose. Tout comme Erin Ambrose. Tout comme Erin Ambrose. Mais pourquoi Ambrose, elle disait hier, était vraiment moins panique que l'année passée? C'est que l'année dernière, elle était sous contrat. Donc, quelqu'un pouvait venir la piger. Sans qu'elle dise quoi que ce soit. Sans qu'elle dise quoi que ce soit. Vu qu'elle n'a pas de contrat, elle a son mot à dire. Mais c'est un méchant casse-tête. C'est compliqué, s'il vous plaît. Puis Steph, tu nous as envoyé une belle vidéo de la LPHF, comme si on était des petits-enfants à la petite école. C'est toujours Pockster, oui, c'est comme leur... c'est leur... Oui, je le suis pour... bon, évidemment, c'est en anglais, là, mais oui, pour faire comme toutes les étapes. Là, au début, il expliquait tout simplement les règles des hors-jeux et tout ça, là, fait que mais là, oui, j'ai... Ils ont senti que c'était nécessaire. C'est pas simple. Oui, ben écoute, on invite les gens qui ont envie de faire un travail de maîtrise ou de PhD de commencer avec ça pour démêler toutes les règles. Donc, mais tu sais, elles l'ont dit, la Ligue. Hein, ils voulaient donner plus d'opportunités, de choix un petit peu aux joueuses. C'est ce qui se reflète. Est-ce que moi, personnellement, je suis une grande fan de ça? Non. Quand tu as lu les règlements et tout, là, tu pensais quoi? En fait, tu payes des affaires bien compliquées ou... Ben, je trouve que c'est assurément complexe, là. Heureusement qu'ils ont des équipes, pour travailler là-dessus avec leurs scouts et tout ça. Puis là, je parle vraiment de toutes les équipes existantes. Moi, j'aurais aimé encore qu'il y ait plus de joueuses qui puissent être protégées dès le départ, qui sont des joueuses sous contrat, parce que c'est des joueuses qui se sont... Tu sais, on parle de joueuses de fondation là, pour les futures équipes, mais en même temps, les joueuses qui ont signé un contrat de plusieurs années avec une équipe, c'est parce qu'il y a un désir de rester là, l'équipe a un désir envers elles, elles font partie, il y a le fanbase qui s'est construit autour. Donc, moi, je maintiens que j'aurais aimé ça voir 5% de l'équipe, 5 filles, pardon, au lieu de 3 là, à protéger. Donc, parce qu'il y a quand même, en moyenne, là, on a regardé les listes, là, mais en moyenne, c'est quoi? C'est 8 ou 10 filles qui sont déjà des agentes libres. Là. Donc, c'est des gens que tu n'es pas sûr de re-signer de toute façon. Fait que, j'avais comme la discuter avec autant de joueuses potentiellement sous contrat qui peuvent quitter. C'est là que j'ai un peu de... Avec juste un attrait financier, puis je comprends l'importance d'être payé, là, c'est pas ça l'enjeu, mais c'est ça. Ça va un peu à l'encontre de plusieurs éléments de bâtir quelque chose à long terme, puis de te commettre à un endroit, puis de te faire un peu voler, ça, je trouve ça un peu plus touché. Moi, j'aimais aussi, quand on avait parlé de ton idée de dire, OK, ben mettons, tu as 3 joueuses protégées et tu peux protéger ta joueuse de premier tour. Tu sais, mettons, on n'a pas le droit d'aller piger la joueuse de premier tour du repêchage l'année dernière, parce que sinon, c'est toujours à recommencer. Kayla Barnes, Nicole Gosling. Mais tu sais, aussi, la réalité, c'est que les directeurs généraux, ils n'ont vraiment pas une grosse marge de manœuvre. Puis hier, Danielle Sauvageau, elle me disait, tu sais, des fois, une joueuse peut me dire, je veux 1000... Tu sais, c'est ridicule comme montant, mais je veux 1000 $ de plus. Bon, mais je l'ai pas. C'est pas une grosse masse salariale. Puis c'est pas que tu le mérites pas. Tu sais, la réalité, puis hier, c'est revenu sur le sujet, mais probablement que la victoire de Montréal n'aurait pas gagné la Coupe Walters si Laura Stacey, Marie-Philippe Poulin et André Desbiens n'avaient pas accepté une baisse de salaire. Exact. Parce qu'elles ont accepté ça, parce qu'elles se disaient, OK, tu sais, c'est Danielle Sauvageau qui a amorcé la discussion. Elle dit, si jamais j'en ai besoin, c'est pas mon plan. Puis à un moment donné, est revenu. Puis en fait, c'est que j'ai l'impression que les joueuses, ces 3 joueuses-là faisaient partie des discussions. Puis il y avait des
des joueurs ciblés que la Victoire voulait aller chercher pour avoir plus de profondeur, mais il fallait les payer, ces joueuses-là. Donc, tu sais, sinon, hier, c'était drôle parce qu'on demandait... Parce qu'ils veulent pas le refaire, là. À quel point Anne-Renée elle disait, ben je vais te dire que non, je suis pas prête à baisser parce que si Daniel écoute... Entends ça, elle va me le demander. Après ça, ils ont dit, ben oui, tu sais, je serais prête à le faire parce que ces joueuses-là, au-delà du salaire, ils ont des bonus, puis ils ont des commanditaires, puis ils sont à Hockey Canada. Mais ils se disaient aussi qu'ils n'étaient pas payés pour jouer, puis ils aimaient ça, puis ils continuaient, tu sais. Il faut toujours se rappeler, puis hier, ça a été un peu le discours de il va falloir que ça s'améliore. Oui, les salaires ils ont été divulgués, mais il faut se souvenir d'où on est parti. Donc, ça fait juste 3 ans, la WNBA, ça fait 30 ans. Mais c'est un méchant casse-tête. Puis, honnêtement, là, aujourd'hui, moi, je voulais faire une figure de cas, tu sais, parler du processus d'expansion, puis essayer d'imaginer Montréal va ressembler à quoi. Mais c'est comme impossible. Mais non. Il y a trop de joueuses, il y a trop de joueuses autonomes. C'est complètement fou. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, l'affaire, tout ce que je peux vous dire en regardant ça, c'est OK, est-ce que Nicole Gosling, qui est la seule autre joueuse qui a un contrat jusqu'en 2027-2028, va rester? Ben, il y a des chances parce que, dans le fond, il peut la protéger, lui offrir une... Elle peut refuser. Elle peut aussi refuser d'aller ailleurs, tu sais, si on lui offre davantage. Après ça, ben, il y a les autres joueuses qui sont sous contrat. On ne serait pas surpris, mettons, Catherine Dubois elle a un contrat pour l'année prochaine. Donc, elle pourrait rester. Les Nyan Bloom aussi. Skamura, par exemple, est-ce qu'elle pourrait venir se faire piger? Ça peut être une très bonne acquisition. Surtout, le parcours de la Victoire de Montréal aide des joueuses. À Biwak, sa valeur n'a jamais été aussi élevée que présentement. Mais après ça, elles ont toutes plus de contrats. Boulier, Ambrose, Danny Landry, Flaherty, Alexandra Labelle... Rock, c'est pas évident, là. Donc, j'ai l'impression que ça va être à recommencer. Puis c'est vraiment difficile parce que... Puis en plus, ça fait... Excuse, Rosine. Puis en plus, ça fait... Tu sais, il y a 4 équipes déjà à la base qui peuvent venir piger. Donc, c'est quoi les besoins? Bon, on se doute que Caroline Harvey va être le premier choix. Tu sais, les 3 premières, on s'en doute. Mais par la suite, il y a des choix que tu dois faire avant cette étape-là. Donc... Ça devient quand même complexe tu sais, les cartes vont tomber vraiment rapidement à 4 équipes. Ça va partir vraiment rapidement là, dans ces journées-là très, très ciblées de discussion avec les athlètes. Là. Il va falloir être alerte parce que ça commence aujourd'hui. C'est 2 semaines. Puis ça va jusqu'au 19 juin, donc dépasser le repêchage aussi. Fait qu'il va en avoir du mouvement. Il y en a déjà eu. Des entraîneurs qui quittent. Troy Ryan, d'ailleurs, qui est parti. Ta réaction, Steph? Ouais. Grosse surprise. Bien, je suis pas surprise qu'il ait quitté parce que, bon, tu sais, je pense qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, puis c'est pas une question de blâme, là. Tu sais, ça a été difficile. Il était vraiment une équipe plus vieille un peu, puis bon, ça n'a pas super bien fonctionné, puis potentiellement qu'après avoir travaillé autant d'années avec, principalement dans la même organisation, là, on n'arrêtait pas de le dire, là, Toronto, c'est comme un mini Hockey Canada 2.0. Il a quitté Hockey Canada. Quitté ailleurs. Hockey Canada aussi. Oui, en plus. Mais, fait que, tu sais, puis après ça, bon, il était encore il y avait des coachs de Hockey Canada qui sont là. Bon, évidemment, c'est Gina qui est la GM. Donc, est-ce qu'il y avait un désir de se distancer de ça, potentiellement, mais qu'il y ait le double rôle? Moi, c'est là que j'ai été surprise. Parce qu'on voit... C'est ce qu'on voit moins. On voit presque plus ça dans le sport de très haut niveau. Là, puis là, on parle, davantage évidemment du côté masculin, juste parce qu'il y a plus de référents, là, tout simplement. Mais même WNBA, là, on le voit peu. C'est vraiment 2 rôles séparés de par la complexité de la tâche. Donc, quand même surprise là, qu'on s'en aille là avec une nouvelle équipe d'expansion en plus. C'est comme wow. Moi, je vois c'est qui dirait non d'aller à Californie. Ben oui, mais c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, je veux dire, il n'y a personne qui va remettre en question ses décisions. Il y a le champ libre. Il choisit ses joueuses, puis après ça, ben, c'est lui qui choisit où il les fait jouer. Mais en même temps, tu es sur un siège éjectable en s'il vous plaît. Si ça marche pas, là, Mais on a plus de tolérance avec des équipes d'expansion parce qu'on doit te laisser quelques années pour bâtir quelque chose. Tu sais, peut-être une autre saison comme ça à Toronto, c'est fini. Là. Mais j'aurais aimé ça être dans les discussions, dans les négociations, parce qu'au début, ce qu'on entendait, c'est qu'il devenait directeur général. Puis je voyais déjà, c'est comme une progression, c'est un autre défi dans sa carrière, mais le double poste... Écoute, pour parler à des gens qui sont impliqués, directeurs généraux à travers la Ligue et entraîneurs... c'est 2 grosses jobs à temps plein que tu ne fais que ça. Oui. Surtout dans une équipe d'expansion où tout est à bâtir.
Exact. Donc, écoute, on va voir si ça va fonctionner, mais on n'est pas surpris. Faut qu'ils s'entourent comme il faut. On n'est pas surprise, par exemple, qu'ils partent de Hockey Canada. Ça, c'était juste... on attendait juste qu'évidemment ce soit confirmé. Puis là, c'est pour ça que hier, dans le bilan, c'était aussi, OK, on parle des joueurs qui vont être là, mais ce qui va se passer avec Hockey Canada peut avoir aussi un impact, une incidence sur ce qui va se passer derrière le banc de la victoire de Montréal. Corey Sherry a dit j'ai pas parlé encore à Hockey Canada. J'aimerais te croire, Corey, mais le processus est déjà entamé. Et on sait très bien que Corey Sherry fait partie de ce processus-là et Caroline Ouellet fait partie de ce processus-là. On sent vraiment que pour Corey Sherry, c'est le rêve ultime. Ouais. Ce poste-là. Là, la question, présentement, justement, ça revient un peu à ce qu'on dit avec Joe Ryan. Est-ce qu'on va accepter que le prochain entraîneur du Canada soit aussi entraîneur dans la LPHF? T'sais, présentement, ça, c'est une question qu'on va essayer de séparer les deux? Moi, je maintiens qu'il ne faut pas... Ouais. Ah oui, Stéphane? Faut pas que ça soit le cas. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça soit le cas. Dans la majorité des pays, dans plusieurs pays, là, c'est des postes à temps plein. L'entraîneur-chef d'une équipe nationale travaille sur le développement. On n'est vraiment pas en avance sur le développement au Canada, hockey féminin. Là. Donc, moi, je pense qu'il faut que ça soit un travail à temps plein. Puis, il faut que... Parce qu'il y a du suivi à faire avec les athlètes. Il y a tout ce qu'on veut, la vision. Il y a un gros travail de culture, d'équipe aussi à travailler à long terme, parce que la culture, c'est pas juste la culture, c'est pas la culture unique d'un entraîneur, c'est un programme, c'est une représentation d'un pays, tu sais, fait qu'il y a une grosse partie qui vient de Hockey Canada, évidemment, donc, tu sais, eux autres, évidemment, ça va être 2 jobs encore, là. Les 2 postes ont comme été ouverts, là, et GM et entraîneur-chef, mais c'est extrêmement demandant une saison de la Ligue professionnelle. J'ai de la misère à croire qu'on retournerait dans cet aspect-là. C'est dur de faire ces 2 jobs-là en même temps, là, assurément. J'ai de la misère à y croire quand on parle de l'importance du développement d'un programme complet. Surtout qu'on va le revoir. On va peut-être enlever la série de rivalité, justement, parce qu'on a des saisons de 30 quelques matchs dans la LPHF. Mais la charge de travail, de par la charge de travail, du côté des États-Unis, ils ont du staff à temps plein. Et on a vu le résultat au niveau du développement et ce que ça donnait aux Jeux olympiques. Donc, par la charge de travail, mais moi, j'ai envie de dire aussi au niveau conflit d'intérêts. Là, je veux dire, je répète, Gina Kingsbury pouvait nous me dire j'ai 2 chapeaux, je les enlève. Pas tant. Non, c'est sûr que c'est tough. C'est un mini Toronto, donc tu as besoin de quelqu'un d'externe qui va être 100% objectif. Parce que là, c'est un point tournant dans l'histoire de l'équipe canadienne où là, fort probablement qu'il y a plusieurs joueuses qui vont être soit écartées ou qui vont prendre leur retraite internationale, qui vont être forcées à... Tu sais, je veux dire, je serais très surprise. On verra sûrement plus une Jocelyn Larocque, une Brianne Jenner. Donc là, ça va être le temps. On a un cycle olympique, là. On a 3 ans, 4 ans pour bâtir une équipe jeune qui va être capable de rivaliser avec les Américaines. Puis ça, c'est un job vraiment à temps plein. Mais si jamais Corey Sherry, c'est une des candidates, Corey Sherry, j'ai eu l'impression que c'est son rêve, là, qu'elle, ce serait Canada si elle avait à choisir. Puis en plus, elle a une Coupe Walter, là, donc l'occasion serait presque ça pourrait être un bon moment, pour donc, y aller. Ça génère du mouvement de personnel. On retrouve Caroline Ouellet à la tête de la victoire. Ça génère du mouvement, ça fait juste comme... je fais juste centrer l'entraîneuse, était sur le côté, elle est rendue dans le centre du banc, c'est ça qui se passerait. Mais en même temps, Caroline Ouellet est aussi une candidate pertinente, l'ancienne capitaine, ce serait très symbolique. Puis il y en a d'autres aussi potentiellement. Plusieurs auraient vu une Carla McLeod, mais là, vraisemblablement, elle s'est retirée de son poste avec la Tchéquie à cause de son état de santé. Donc, il n'ira probablement pas avec le Canada non plus. Donc, il y a d'autres candidates, mais tout ça, ce sera vraiment intéressant de suivre le plan de match, l'évolution de l'équipe canadienne d'ici aux championnats du monde qui ont lieu en novembre au Danemark, parce que j'ai l'impression que ça va être une équipe totalement différente. Mais quelle saison de fou! C'est fou. Il y a des championnats du monde, là on vient de finir. On pense à l'expansion, puis là, on va embarquer en équipe nationale. On ne sait pas c'est qui va diriger encore. Non, puis ça va être intéressant parce que, je veux dire, même si une Poulain ne prend pas sa retraite, de toute façon, c'est probablement que le genou va avoir besoin d'une pause. Il y a plusieurs... Une année post-olympique, il y en a sûrement plusieurs qui vont faire l'impasse, dire hey, je vais me reposer, j'ai des bobos. Donc, ça va être une opportunité de tester les jeunes joueuses. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Mais tu sais,
comme on parle, là, en 2 semaines, il faut que ton équipe soit bâtie dans les 2 prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines. Pas des grosses vacances pour les GM. On a 4-5 phases, là, mais chaque phase a genre 2 jours. Là, je veux dire, c'est ça Daniel, va vite. Elle me dit, quand ils ont gagné, qu'est-ce que je vais faire de mes journées maintenant? Je dis, pour l'instant, t'es dans le jus. Comme, ben oui. Pour l'instant, t'as même pas le temps de le célébrer tant que ça. Je pense que les joueurs célèbrent, mais je pense pas que Corey et Daniel, présentement, font tant que ça la fête parce qu'elles travaillent extrêmement fort pour bâtir la prochaine équipe. Là. Mais elles seront là samedi pour le défilé. Oui. Ça, c'est quand même un événement marquant pour notre ville, je pense. Ouais. Pour Montréal, pour les joueuses. Un rassemblement, a dit Poulain, non un défilé. Rassemblement, oui. C'est comme un petit défilé, un défilé de 3 rues, là. Mais ça reste un défilé par oui, sur un autobus à 2 étages. Mais c'est surtout ce rassemblement qui va avoir lieu au quartier des spectacles. Tu sais, la journée est stratégique. Là, au début, on avait parlé, je pense, du mardi entre les 2 matchs canadiens, mais tu sais, les fans de la victoire, c'est pas juste à Montréal. Là. C'est des fans. Ben non, c'est Québec, le laisser les gens venir. Laisser les gens venir, les enfants, pas besoin de manquer l'école, pas besoin de manquer le travail. Ben donc, puis finalement, ils n'annoncent plus de pluie. J'ai vu ça. Est-ce que tu seras sur place? Oh. Oui, je vais être partout. Je sais pas où, là. Je sais pas, je vais être sur un char allégorique ou dans la rue. Mais je vais être là. On va être en direct probablement à RDI. Donc, on va conclure cette belle couverture qu'on a faite tout au long de la saison par ce défilé. Puis... Qui aurait cru qu'un jour, c'est fou. On aurait cette parade, ce rassemblement, diffusé à la télé, entre autres, où on met autant d'attention sur une équipe qui a été bâtie il y a 3 ans. Non, c'est une fesse, j'ai le goût de dire. Ça a été tellement rapide. C'était un grand moment. Puis, je veux dire, les joueurs, là, ils ont eu quelque chose chaque jour, de l'hôtel de ville au match du Canadien, même si c'était pas top, là, au match canadien, on repassera, là. Mais écoutez, les règles de la LNH pendant les séries éliminatoires sont super strictes. Il n'y a aucune célébration permise parce que l'horaire de diffusion... Fait que les filles ne pouvaient pas du tout être sur la glace, pas parce que le Canadien ne voulait pas, c'est la règle de la Ligue nationale. Ils auraient pu avoir des places, là. T'étais pas dans les loges? Non, il était genre debout, vite, pendant la pause, puis après ça, il pouvait aller sa galerie de presse. Mais là, finalement, les filles, je pense, sont allées au bar, là. Puis c'est bien mieux. C'est juste que, tu sais, exemple, on l'avait vu, je sais qu'au réseau anglophone, on m'a dit que oui, mais au réseau francophone, on les a comme pas vus à télé. Non, non, je te confirme que effectivement, la diffusion... mais je comprends que c'est extrêmement strict. C'est juste triste tu gagnes une coupe, puis ça passe un peu dans le beurre comme ça. Mais bref, elles ont été au Grand Prix en Ils n'ont pas besoin du Canadien pour célébrer leur performance. Je sais que c'est une visibilité, mais quand tu gagnes... Oui, mais je pense que les joueuses, honnêtement, je pense que les joueuses, ils ont été un peu déçues. Ça aurait pu être une très belle visibilité pour elles. Puis les joueuses ont toujours... je dis, Marie-Philippe Poulain travaille pour le Canadien, puis elles ont une bonne relation avec les joueurs. Puis les joueuses, même toutes les Ontariennes, présentement, encouragent... le Canadien de Montréal, puis ils portent une casquette. T'as Laura Stacey, t'as Corey Chevry, puis tout le monde encourage le Canadien. Donc, elles ont été un peu déçues. Mais bref, une semaine de festivités, c'est vraiment... elles sont à la mairie de Verdun aujourd'hui. Demain, je sais pas où, ça a l'air que c'est secret. D'après moi, c'est un party de maison, puis on n'est pas invités. Ce serait le deuxième. J'ai vu, moi, des parties de piscine sur les réseaux sociaux. Oui, on a vu Lina Youngblum un peu. Prendre du soleil. Ouais. Oui. Lina Youngblum, c'est... Elle s'est fait tatouer, non? Oui, hier, on nous a dit que... C'est qui a dit ça? C'est la... Anne-Renée Dubien, c'est la MVP des célébrations, Lina Youngblum. OK. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Oui, elle demandait à quel bar à Montréal veut nous accueillir. Non, mais là, elle célébrait avec la coupe devant Daniel Sauvageau pendant que Daniel essayait de parler. Puis moi, pendant que j'étais en entrevue sur la glace avec Alexandra Labelle, Lina Youngblum est arrivée avec sa bière. « Je t'aime! » Tu sais, c'est comme... Elle est sur le party, donc... Anna, mais tu t'imagines tous les efforts. Du tatou, je pense que les gens ont peut-être vu, c'est que moi, je pensais pas Lina Youngblum, moi, je la voyais comme... J'ai parlé hier de son évolution. Le jour 1 où elle est arrivée, toute gênée de la Suède, Shelbin se fait échanger. Donc là, finalement, elle est comme toute seule. Elle a super à l'aise. Puis c'est elle, ça a l'air, qui faisait même des discours là, sur la glace avant le début du match. Puis elle voulait dire « Today is the day », dans le sens aujourd'hui, c'est le jour J, puis on s'en gagné. Mais avec son anglais approximatif, elle a dit « Today is today ». Puis c'est devenu leur mantra. Mais c'est parfait. Puis Lina Youngblum s'est fait tatouer une Coupe Walter avec Today's Today. Puis c'est ça que Marie-Philippe parle. Elle dit, dans le fond, c'est vrai, Today's Today, ça veut dire profite du moment présent. Arrête de penser ce qui s'est passé dans le passé et dans le futur. Puis je trouve que c'est devenu un peu l'image, le mantra de cette conquête de la Coupe Walter. Là. Oui, puis écoutez, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans le bilan hier, puis on terminera là-dessus, mais je me souviens plus si c'est Marie-Philippe
ou Anne-Renée qui dit ça, mais elle dit, écoute, on rêve que cette ligue-là soit là pour toujours. Il y a eu 4 équipes cette année, il y en aura 2 l'année prochaine. Elle a comme un peu dit qu'il y avait 2 nouvelles équipes d'expansion la saison prochaine. J'ai manqué ça. Oh! Je pense qu'elle l'a glissé. L'inverse. Moi, peut-être qu'elle voulait dire l'inverse. Il y en a eu 2 cette année, puis il y en avait 4 l'année prochaine. J'espère qu'elle s'est trompée. J'espère que... Non, je le sais pas, mais ça s'est glissé doucement, puis il y a personne qui a réagi en disant « OK, 2 autres équipes l'année prochaine? » D'après moi, elle parlait. C'est pas la première fois, par exemple, qu'on entend qu'il y en aurait peut-être d'autres aussi l'autre année. Mais je pense que ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une pause. Là. Ça c'est pas pour tout de suite, normalement. Une pause jusqu'en juin prochain. Non, je pense qu'il va y avoir une pause pour vrai. Une pause en 2026. Mais tu sais, en même temps, ce que Daniel Sauvageau disait hier, c'est que on dit que le repêchage va être bon. Donc, s'il n'y avait pas eu l'équipe d'expansion, oui, je sais, là, les meilleurs sont forts, puis la profondeur, peut-être pas cela, mais ça reste présentement que des joueuses qui étaient dans la ligue présentement, qui est peut-être, mettons, du 4e trio, là, ben s'il n'y avait pas de nouvelle équipe d'expansion, elles auraient probablement plus de job. Donc, l'expansion, je pense qu'elle est une bonne nouvelle. C'est juste le 4 est un peu intense. Puis mais tu sais, on revient toujours à la question comme représentation versus excellence, dans le sens que, effectivement, c'est sûr qu'on l'a dit, là, c'est cool pour les joueurs, ils vont avoir plus de jobs. Il n'y a pas personne qui est contre ça, là, contre cet aspect-là, que des joueuses puissent avoir l'opportunité de jouer professionnellement. C'est merveilleux. Par contre, le calibre, moi, j'espère on a peur au spectacle. Tort, mais peur au spectacle. Il y en a eu combien de games de 2-1 comme en prolongation? Des chances de marquer, des games à 12, 14, 17 shots. Ça reste que pour du sport professionnel, c'est un sport spectacle. Puis il va falloir diminuer l'écart entre la qualité des gardiennes puis les joueuses d'attaque, parce que là, on le voit qu'il n'y a pas de but qui se marque bien. Ben c'est ça. Fait que, une fille de 4e ligne, oui, des fois, dans un autre contexte, tu peux jouer peut-être sur une 3, mais une fille de 4, de façon générale, ne devient pas une fille de top 6. Donc, si tu te retrouves sur un top 6 parce qu'il y a juste question de volume, parce qu'il y a de la place, ben c'est pas ça qui va faire que ton spectacle va s'améliorer puis que tu vas aller chercher les gens de l'extérieur que tu as besoin pour solidifier ta ligue et tes marchés. C'est là l'inquiétude, mais on espère tous avoir tort, là, pour vrai, là-dessus. En général, on aime ça avoir raison. Là-dessus, on espère avoir tort, mais c'est important que le calibre reste, parce que juste, le fan-base pur du hockey féminin est pas assez grand pour soutenir à lui seul une expansion puis une ligue à 12 équipes. C'est pas assez pour aller chercher des revenus significatifs, là. Ben oui. Écoutez, les prochaines semaines vont être très intéressantes. On va suivre ça de près. Mais pour l'instant, on attend des nouvelles de Daniel Sauvageau pour qui elle va protéger officiellement. C'est avancé un peu, mais officiellement, on verra, parce que je pense que c'est aujourd'hui ou demain là, qu'elle doit annoncer tout ça. Donc, et la semaine prochaine, on fera les 4 ensemble, normalement, un vrai balado. Et là, on saura déjà quelles joueuses sont parties. On pourra faire des prédictions ou un portrait. Mais je pense que Montréal aura déjà perdu quelques joueuses à ce moment-là, donc on aura de quoi discuter. Bon, bien, à la semaine prochaine. Bon pari, Steph, profite-en. Bye! Merci.